Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On va parler cyclisme, on va parler transfert. Nouveau point transfert, je crois que c'est le point transfert numéro 5. On a fait le dernier juste avant le Tour de Lombardie, donc c'était une dizaine de jours. Donc on en refait un parce qu'il y a eu quelques infos et pour éviter d'avoir des vidéos qui durent 30, 40, 50 minutes, ce qui peut être un petit peu lourd à digérer. Voilà, je préfère faire des points un petit peu plus réguliers. Dès qu'il y a une dizaine, quinzaine d'infos, voilà, à vous transmettre, comme ça c'est un petit peu plus simple. On n'a pas fait de vidéo au final sur les Great Tour of Ganzi parce que je le regarde en différé. Donc je vous ferai peut-être une vidéo à la fin de cette course, qui n'est pas hyper intéressante en ce moment, il faut pas se mentir. Je ferai, je pense, une vidéo débrief également des deux courses. Des deux grands prix, le Grand Prix de Vénétie, je sais plus comment s'appelle le Vénétie Tour, je sais plus comment s'appelle la dernière course, mais la course il y a eu mercredi et dimanche. Et puis, alors j'ai pas encore commencé, j'ai commencé à réfléchir au top 10, mais c'est pas encore écrit. Les top 10, on va essayer de les faire pour qu'ils arrivent assez vite, pour éviter qu'ils... L'année dernière, il y avait eu quasiment un mois entre la fin de saison et le début des top 10. Là, je veux réduire énormément ce délai. De ce côté-là. Bon, on commence tout de suite avec ces transferts. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Au niveau des transferts, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez mettre la petite cloche, et puis pour me soutenir, plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, enfin sur une vidéo en général, plus elle est mise en avant par YouTube, et puis plus vous cliquez rapidement, et surtout n'hésitez pas également à commenter, et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super flex. On commence tout de suite avec le premier transfert, c'est Marion Bunel. Alors c'est un peu une confirmation parce que voilà, c'est juste que ça a été finalisé, qui part de Saint-Michel pour aller à Visma, contrat jusqu'en 2027, contrat de 3 ans, c'est-à-dire que Visma lui fait confiance. On sait qu'elle a remporté le Tour de l'Avenir cette année, où elle a été impressionnante, puis elle a fait vraiment des très très bons résultats, notamment sur l'UAE Tour. Et puis du côté de la Visma, certes on a recruté Pauline Ferrand-Prévot, mais on a recruté pas mal de jeunes concurrentes, notamment Imogen Wolf, qui a fini vice-championne du monde junior, et puis Victoria Schladonova, également, qui a été bien classée au championnat du monde junior. Donc à 17-18 ans, Marion Brunel 20 ans, ça va faire une très belle génération de jeunes concurrentes chez Visma. On va voir ce que ça va donner pour ces jeunes filles, mais c'est bien pour, pour Marion Bunel, ça montre qu'elle attire du beau monde. Et puis pour Pauline Ferrand-Prévot, il y aura du beau monde autour d'elle, des jeunes qui peuvent vraiment l'aider. Donc c'est vrai que Visma jusqu'à maintenant était vraiment concentré autour de Marianne Vos. Ça change un petit peu avec pas mal de bonnes grimpeuses. Même si je crois me rappeler, on a perdu Anna Anderson. Le fait d'avoir Marion Bunel, Schladonova, ce sont des filles en plus très talentueuses. Imogen Wolf aussi, ça va être très intéressant à suivre l'année prochaine. Du côté des filles, la Visma c'est vraiment bien renforcé. On continue avec les garçons et l'arrivée de Lorenzo Fin dans l'équipe U23 de la Red Bull Bora. Lorenzo Fin, coureur champion du monde junior chez les garçons, après un numéro. C'était lors du jeudi après-midi, hein. Il était parti à 2 tours, à un tour dans l'avant-dernier tour, il était parti. Il avait été vraiment très 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 costaud, Lorenzo Fin. Donc on sait, ça fait partie des jeunes pépites. Red Bull ne l'a pas laissé passer. Red Bull qui commence à avoir aussi un bon contingent de coureurs italiens. Voilà, ils ont recruté également, je rappelle, Giulio, pardon. Julio, c'est la version espagnole. Giulio Pellizzari. Donc voilà, ils essayent de recruter pas mal de coureurs italiens du côté de cette formation. Ils en ont recruté un autre, de coureur italien qui est un peu plus surprenant dans cette structure. Mais voilà, Lorenzo Fin, on va voir ce que ça va donner. Contrat jusqu'en 2026
Pour le coureur italien, Rafał Majka, lui, prolonge d'un an. Pourquoi se priver de prolonger le coureur polonais d'un an? Il a fait une très bonne saison en tant qu'équipier de Tadej Pogačar. Il a été très en vue. Donc, il a encore des ressources. Le coureur polonais, ça continue. Je pense un coureur qui doit être à 14e, 15e saison. Rafał Majka, mais à 35 ans, il a toujours envie, il a toujours la motivation, il arrive toujours à aider Pogačar. On sait que c'est un homme important. Pogačar aime bien l'avoir à ses côtés. On a vu le travail qu'il a fait sur le Tour de Lombardie, le travail qu'il avait fait sur le Tour d'Italie. C'était un personnage clé autour de Tadej Pogačar, donc c'est, on va dire, normal de continuer avec lui, même si, encore une fois, l'effectif de la UAE a pléthore de talents. Cécile Trupledvig qui rejoint la Canyon, on sait qu'elle était en partance pour la FDJ Suez. Contrat de 2 ans du côté de la Canyon SRAM, donc autour de Nevia Doma, ça renforce l'équipe autour de Nevia Doma et surtout ça va donner une deuxième carte pour les classiques ardennaises, parce que c'est vrai que le problème de Nevia Doma, c'est que c'est pas la fille qui a le plus gros punch. Cécilie Trupledvig aura peut-être cet objectif-là, même si jusqu'à maintenant, sur ces courses-là, elle a rarement réussi à être performante. Pourtant, c'est une puncheuse de talent. On rappelle que c'est la seule victoire jusqu'à maintenant de la FDJ Suez sur le Tour de France, mais c'est une fille qui a souvent eu du mal sur les classiques. Donc on espère qu'elle arrivera à rectifier le tir du côté de la Canyon SRAM. De toute manière, ça sera une bonne équipière pour Katarzyna Niewiadoma. Et puis Alessandro Romele, qui était dans l'équipe développement de Astana et qui rejoint l'équipe 1 de cette formation. Il a déjà fait pas mal de courses avec l'équipe 1 de Astana depuis le mois d'août. Il est en fait dans cette équipe 1 depuis le 27 août et le Tour du Héman. Il a fait le Tour du Héman, le Tour d'Istanbul, où il a fini à la 2e place de cette course. Et puis 6e de la Coppa Città di San Daniele au Tour d'Istanbul. Il était 2e derrière Burgodo. C'est ça, et devant Emilien Janière sur cette épreuve. Et puis on l'a vu également sur Paris Tour où il a fini 33e, 6e du Tour de Zeklerland en Roumanie, une course quand même d'un bon niveau, on va dire, du côté des courses roumaines. Et puis il avait remporté également 2 étapes sur le Tour de Rhodes. 7e de la première étape du Tour de Rwanda également, et puis on l'avait vu sur le Alula Tour et la Classica Comunità de Valenciana également dans la formation Astana. Après, c'est pas le meilleur italien véritablement de sa génération parce qu'il n'était même pas au championnat du monde. Ce jeune coureur, si je regarde son année précédente, 9e de Paris Tour Espoir. On l'avait vu également sur le Baby Giro, il avait remporté une étape à Povegliano, ça c'était en 2023. Donc voilà, il y avait eu quelques résultats également. Il avait été au championnat d'Europe, mais pas au championnat du monde, ce jeune coureur. Voilà, donc on verra ce que ça donnera du côté de l'Italien. Qui donc a seulement 21 ans, donc ça reste un très jeune coureur. Astana qui se renforce énormément avec des coureurs un petit peu plus jeunes, qui reprend pas mal de coureurs italiens aussi. C'est vrai qu'on avait tendance plutôt à se concentrer sur le Kazakhstan. On va un petit peu ailleurs, on en parlera notamment du côté de Clément Champoussin, du côté des potentiels recrues pour Astana. Mais là, ça n'est encore qu'une rumeur. Un coureur qui va peut-être être sur le marché, c'est Tom Pidcock, lui le coureur italien qui n'a pas participé au Tour de Lombardie. Je vous remontre un petit peu son message, le coureur italien, et ça ne lui a pas fait plaisir vu qu'il avait été 2e sur le Tour d'Émilie. Et qu'il avait vraiment des bonnes jambes. Et bien Tom Pidcock qui n'a pas été choisi sur le Tour de Lombardie, une équipe Ineos qui a tendance à punir, et ça fait un petit peu du mal à cette formation qui avait déjà, c'est vrai, je le voyais dans les commentaires, mais c'est vrai que Sivakov, qui n'avait pas fait la Vuelta, certains avaient pris ça pour une punition. Et là, Tom Pidcock, ça fait un peu mauvais genre, je trouve, du côté de cette formation Ineos, surtout que
Tom Pidcock est peut-être l'un de leurs meilleurs éléments ces dernières années. C'est peut-être l'un des éléments qui rapporte le plus de points en UCI. Donc ne pas l'utiliser à 100%, c'est une erreur. Et puis, on nous dit qu'il serait peut-être en vue dans d'autres formations. Depuis surtout ce message, et qui regarderait un petit peu ailleurs, parce que chez Ineos, ils trouvent qu'on n'utilise pas à 100% de ses capacités. On sait que Tom Pidcock, c'est un coureur qui veut jouer le général des grands tours, désormais aussi, il veut se tester là-dessus. Et pour le moment, Ineos lui donne rarement sa chance. Donc on va voir ce que ça va donner pour l'avenir, mais c'est peut-être un coureur qui fait partie d'une potentielle liste de coureurs transférables. Autre info également, c'est la retraite de Domenico Pozzovivo, lui qui a couru sa dernière course sur le Tour de Lombardie. Il ne reviendra pas. Voilà. C'est-à-dire que ça faisait depuis 2-3 ans où à chaque fois il arrivait à avoir son contrat au dernier moment. Et bien là, c'est désormais terminé pour Domenico Pozzovivo à 41 ans. Lui qui a commencé alors dans la Bardiani, qui avait un autre nom à l'époque et qui a fini, c'était la Panaria, et qui a fini dans cette même structure 20 ans plus tard. Voilà, donc sacré coureur, qu'aurait pu arrêter il y a presque 5-6 ans. Il a eu énormément de galères, énormément de chutes qui ont laissé des traumatismes au niveau physique. Mais il a réussi à chaque fois à revenir, à avoir même un bon niveau de performance cette année encore sur le Giro. Sur le Tour de Lombardie, c'est également la fin de carrière de Cataldo, qui n'a jamais réussi véritablement à se remettre de sa chute lors du Tour de Catalogne l'année dernière. Il a eu 2 dernières saisons un petit peu compliquées. Cataldo, bon équipier, qui avait été chez Sky notamment, champion d'Italie du chrono, Dario Cataldo, et qui se retire à 39 ans. Voilà. Parmi les coureurs, eux qui prolongent malgré un âge canonique, Fuglsang qui prolonge d'1 an, ça devrait être en 2025 sa dernière saison chez les professionnels pour le coureur d'Israël Première Tech. Jordan Jegat qui prolonge également d'1 an, il va aller jusqu'en 2026 du côté de la Total Energy. Ça, c'est une bonne nouvelle. La Total Energy qui a réussi à garder ses bons coureurs. Je pense à Gachignard, Jegat ou encore Emilien Janière. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et puis Alexander Kamp qui quitte la Tudor pour aller du côté d'Intermarché. Alors Alexander Kamp, il avait fait une bonne saison 2023. La saison 2024, beaucoup moins bonne. Après, ça a été très compliqué même cette saison 2024. Après, c'est un coureur qui est assez régulier. Alexander Kamp, chez Tudor, il y a un peu beaucoup de monde du côté des sprinteurs. On avait peut-être besoin également de dégraisser au niveau masse salariale avec l'arrivée de Hirschi et d'Alaphilippe. Donc c'est Alexander Kamp qui en fait les frais, qui rejoint Intermarché, donc qui va se retrouver en World Tour. Il n'était pas dans cette situation-là cette année. C'est un coureur qui peut être intéressant pour les classiques. Pourquoi pas en tant qu'équipier, autour d'un sprinter aussi, Alexander Kamp. Ça peut être un coureur intéressant. Et puis je termine avec Gianmarco Garofoli qui va chez Soudal Quick-Step pour l'année prochaine. Alors Garofoli qui était chez Astana, dans l'équipe 1 de Astana depuis l'année dernière. Il avait fait sa formation au départ dans l'équipe de développement de la DSM, puis il était allé dans l'équipe de développement d'Astana. Il a encore un jour de contrat parce que demain il fera la Japan Cup Road Race. Garofoli, vainqueur d'une étape sur le Tour de la Vallée d'Aoste. À l'époque, il était du côté de la DSM, il avait fini 2e de cette même course. Jusqu'à maintenant, chez les pros, ça a été beaucoup plus compliqué, par une 5e place sur le Tour de Romandie. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté de Garofoli, qui a fait le Tour d'Espagne cette année, où il a fait 2 échappées, une 9e place sur l'étape de Padrone, 7e de la Prueba Villafranca, également 6e du classement des jeunes du Tour du Pays Basque, 5e du classement des jeunes du Tour de Lander, comme fait d'armes sur cette saison, ce qui n'est pas exceptionnel. Voilà, pour Garofoli, on va voir ce que ça va donner chez Soudal Quick-Step. Contrat seulement d'1 an chez Soudal Quick-Step. On a l'impression qu'ils ont voulu prendre un risque avec ce coureur italien comme il l'avait fait avec Gianni Moscon. C'est un peu... Ça doit pas être un coureur qui coûte très cher, c'est un coureur qui n'avait pas forcément de grosses propositions. Donc on se sont dit, on le recrute, pas très cher, on voit ce que ça donne. Si ça marche pas, contrat d'1 an, ça nous prend pas de risque. Si ça marche bien, eh bien on peut peut-être faire
peut peut-être découvrir un talent. Lui qui a 22 ans, qui n'a pas fait non plus les championnats du monde espoir pour lui cette année, ni l'année dernière, en passant du côté du coureur Astana, ce qui avait été chez les juniors, très performant. Pas forcément non plus chez les juniors. Donc voilà, c'est un coureur qui a fait le tour de l'avenir. Il avait pris la 26e place en 2021, quatrième de l'étape de Bar-le-Duc à l'époque. Et il avait fini deuxième du Giro Cyclisto, donc de la vallée d'Aoste, en remportant l'étape de Breuil-Servigna sur cette année-là. Et 21e du Baby Giro en 2021, voilà, au niveau des résultats. On poursuit avec d'autres coureurs qui changent de formation ou qui prolongent. C'est le cas d'un deuxième coureur qui va chez Intermarché dans cette vidéo. C'est Louis Barré qui part de Arkea pour rejoindre Intermarché. Arkea, on va en parler parce qu'il y a des petits soucis du côté de la formation française qui a fait parler ces derniers jours. Donc Louis Barré, on va pas se mentir, année 2024 moins bonne que la première saison en 2023 où il avait été assez en vue dans des échappées, même si en termes de résultats comptables, ce n'était pas non plus exceptionnel. Là, sur cette année 2024, ça a été plus compliqué pour lui. Contrat de 2 ans chez Intermarché, où il y a également du changement du côté des Français dans cette formation. Voilà, Louis Barré, si on regarde bien, il est en ce moment sur le Great Tour of Gandhi. Bon, il n'a pas fini une étape mieux que 79e, 8e du Tour du Limousin, 12e du Tour de Wallonie, voilà parmi ses faits d'armes cette année, 6e du Giro dell'Appennino, également au mois de juillet. Et 14e du Tour des Alpes-Maritimes et du Haut-Var. Non, plus du Haut-Var maintenant, Tour des Alpes-Maritimes, c'est vrai que les noms ont changé. 61 jours de course pour 249 points UCI l'année dernière. Il avait fini 6e du Great Tour of Gandhi, par exemple, 14e de l'Arctic Race of Norway, 8e du Tour du Finistère aussi, et il avait ramené 251 points UCI, mais en moins de jours de course. Et puis surtout, c'était sa première année chez les professionnels, on aurait pu s'attendre à une petite évolution pour le coureur qui est passé dans l'équipe U Nantes Atlantique dans sa carrière. On poursuit avec Mike Tennyson. Ça, c'est une perte pour Binyam Girmay parce qu'on sait que c'est un homme qui est important du côté des sprints dans cette formation Intermarché qui va rejoindre Astana. On verra quel sera son rôle, peut-être autour de Max Kanter, l'allemand. Mais voilà, Mike Tennyson qui rejoint Astana. Peut-être aussi qu'il aura un rôle important sur les classiques parce qu'Astana n'a pas forcément 150 000 coureurs dans ce domaine-là. Donc je pense que Mike Tennyson sera un des éléments les plus importants. Et puis, changement d'équipe également. Contrat, là encore, jusqu'en 2026 pour Milan Vader, qui quitte la Visma pour rejoindre Q36.5. Il était dans une structure comme la Visma, c'est pas facile de se montrer, c'est pas facile de s'exprimer. Pour Milan Vader, là je pense que chez Q36, il aura presque un statut de leader. Donc ça peut être très intéressant pour le coureur néerlandais, ça peut être intéressant également pour la Q36 pour avoir un coureur peut-être un petit peu plus important dans leur effectif au niveau de la montagne. Voilà, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant on a Moschetti sur le plat et ça manque un peu de talent. Chez Q36.5 on a un collectif solide mais on a un petit manque de coureurs talentueux. Là avec Milan Vader ça peut être très intéressant comme recrutement et pour lui je pense que c'est un bon choix aussi. Pour moi peut-être que la marche au niveau des tops équipes World Tour est peut-être un petit peu trop haute. Changement également du côté des nationalités d'équipe, la TDT Unibet qui sera désormais une équipe française, c'est-à-dire qu'on aura 2 équipes françaises en deuxième division, ce qui va peut-être changer la donne aussi, enfin 2 équipes françaises en deuxième division. On aura Total Energy et TDT Unibet, pas encore Arkea. Et ça va changer la donne du côté de cette formation. Pourquoi elle devient française? Alors certes, elle avait 4 coureurs français dans son effectif, on rappelle qu'elle était néerlandaise, mais tout simplement parce qu'elle a un sponsor Unibet, qui est un site de paris sportif, et que les Pays-Bas ont décidé d'interdire le sponsoring à partir de 2025 des entreprises liées aux paris sportifs et aux jeux de hasard. Donc du côté de la TDT Unibet, soit il fallait trouver un nouveau sponsor, pas évident dans les temps qui courent,
soit fallait changer de pays. Et c'est marrant parce que la Unibet en 2008, on rappelle que c'était une formation qui avait dû courir à l'époque avec un maillot, il y avait un point d'interrogation parce que la réglementation française à l'époque était extrêmement dure avec les jeux d'argent. Et surtout avec les paris sportifs, il n'y avait que la Française des Jeux qui avait le droit de faire des paris sportifs et extrêmement limité à l'époque. Roselyne Bachelot est passée par là et a tout libéralisé, pas du tout, a créé la dérégulation voilà, de ce secteur. Et du côté de la TDT Unibet, il y a eu 2 secteurs où Roselyne Bachelot est intervenue dans ces années-là. C'est pour les jeux sportifs et paris sportifs. C'est elle qui a fait que y ait des entreprises qui puissent faire plus de jeux de hasard, notamment les jeux en ligne. Et les boissons énergisantes qui étaient interdites. Et c'est Roselyne Bachelot qui a décidé de faire que les boissons énergisantes soient autorisées en France. Voilà, si vous voulez retenir 2 choses de Roselyne Bachelot. On poursuit avec Lilian Calmejane qui prend sa retraite. Plus satisfait de ses résultats, qui va se tourner vers de nouveaux challenges sportifs, peut-être le gravel, du côté de Lilian Calmejane. Ça reste une énigme pour moi, Calmejane. Je vais dire que sa carrière se résume à 1 an et demi. Et encore 1 an et demi, je suis gentil. C'est 2016-2017. À partir de 2018, déjà, il disparaît. Et à partir de 2019, il disparaît vraiment complètement. Ça reste une énigme parce que c'est assez rare les coureurs qui, dans le sport même, c'est assez rare les mecs qui régressent entre 25 et 28-29 ans. Normalement, tu progresses parce que tu progresses déjà physiquement, mais tu progresses également dans ton entraînement, dans ta manière de t'entraîner, dans ton intelligence tactique, sur plein de paramètres, dans ta gestion de course. Normalement, tu progresses. C'est très rare les coureurs qui régressent. Ça me fait penser un peu à Christophe Lemaître, qui était très fort à 23 balais, à 28-29 ans, il était plus capable du tout de faire les mêmes chronos. Calmejane, c'était un peu pareil. Et il n'y a même pas l'excuse par rapport à un Romain Sicard, des problèmes de genoux, des problèmes physiques. Calmejane n'en a pas vraiment eu beaucoup de grosses blessures. Donc voilà, c'est assez surprenant. En plus, oui, là je vois un mec détestable, c'est vrai que c'était pas le mec le plus sympathique dans la vie. Je pense surtout, Lilian Calmejane, c'est que c'est pas la truite la plus oxygénée du bassin. Pour le dire franchement, j'ai toujours trouvé que ce coureur, c'était pas le mec le plus intelligent au monde, quoi. Et je dis toujours, mais dans le sport, ça se voit. On dit toujours, le sport, c'est pour les débiles. C'est un peu la critique que font certains intellectuels. Mais les mecs qui sont débiles, ça se voit tout de suite sur un terrain de sport et ça se voit assez vite. Ribéry, l'hygiène de vie qui n'était pas exceptionnelle, il s'est fait les chevilles à de nombreuses reprises. Je pense que ça a joué dans sa carrière, Ribéry. Calmejane, pour moi, c'était pas le mec le plus intelligent. Ça se voyait en course parce qu'il attaquait. Moi, je me souviens toujours de cette étape de l'Étoile de Bessèges où il y a un vent, je sais plus, de 60 km/h. Mais vent de face, 60-70 km/h, vraiment des rafales énormes. Et le mec attaque alors qu'il y a un groupe d'une quinzaine de mecs derrière lui. Et il décide d'y aller tout seul. Voilà, pendant 3 km. Et ça, c'est presque un résumé de la carrière de Lilian Calmejane, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut réfléchir quand tu attaques, quoi. Tu peux pas attaquer n'importe comment. Et c'était pas le cas du côté de Calmejane. Donc, moi, je me souviendrai aussi l'année dernière, chez Intermarché, notamment sur le Tour de France, l'étape, dans les 2 dernières étapes de plat, je crois que c'est l'étape du jeudi, l'étape où il y a le groupe emmené par Campenart et c'est Asgreen qui gagne. Cette étape-là et dans les 10 derniers kilomètres le peloton essaye de revenir sur les échappées, il n'y arrive pas et je pense que Kasper Asgreen peut dire merci à Lilian Calmejane ce jour-là parce qu'il décide de passer un relais, il met tout le monde à bloc, il passe un relais de 15 secondes parce qu'il a déjà mis quasiment 1 minute à remonter la file du peloton, il décide de passer son relais parce qu'on lui a dit de passer son relais dans l'oreillette, je sais pas. Il expose tout le monde derrière et je pense que les 15-20 secondes qui restent à la fin sur l'échappée pour se battre pour la victoire, sont dues au fait que Calmejane avait bien déréglé le groupe à ce moment-là. Donc voilà, je ne garderai pas un grand souvenir de Calmejane. Voilà, ça fait pas partie des retraités que je garderai véritablement en souvenir. On poursuit
avec, comme je vous disais, Arkea BNB Hotel, qui est dans une situation qui n'est pas évidente. Selon la Gazzetta dello Sport, parce que c'est vraiment des informations, en plus la Gazzetta dello Sport au niveau des transferts, Champoussin, Albanese devraient quitter l'équipe. Il n'y a pas d'accord au-delà de 2025 pour Arkea BNB Hotel, avec un des partenaires principaux, je pense que c'est avec Arkea. Et le problème, c'est que je ne sais pas s'ils vont renouveler Arkea, parce que la situation de l'équipe est quand même pas évidente. Rester en World Tour va être extrêmement difficile. Et le problème, c'est vu le niveau que nous avons aujourd'hui en deuxième division, avec des équipes qui sont d'un haut niveau, je rappelle que les 2 meilleures équipes en dehors des équipes World Tour sur l'année 2025 auront le droit à des invitations sur toutes les courses du calendrier World Tour. Donc c'est la situation dans laquelle est Lotto ou Israël aujourd'hui. C'est-à-dire que comme Israël et Lotto ont fini aux 2 meilleures places pour des équipes non World Tour au classement UCI en 2023, elles ont la possibilité de participer à toutes les courses du World Tour en 2024. C'est presque la situation idéale. Sauf qu'il faut réussir à être dans les 2 premiers. Aujourd'hui, Arkea, face à Tudor, face à Uno X, face à Q36, face à Total Energy, peut-être même face à d'autres formations qu'aujourd'hui on ne connaît pas mais qui arriveraient en deuxième division, ça risque d'être compliqué. Alors après, tu as des invitations sur le Tour de France parce que tu es une équipe française. Oui, mais bon, TDT déjà va être une équipe française, donc ça change peut-être un petit peu la donne. Et puis, il ne faut pas oublier le projet de Pierre-Luc Périchon également pour la deuxième division. Voire peut-être une équipe de Continental qui voudrait monter en deuxième division, on ne sait jamais. On parlait à un moment de CIC qui voulait peut-être monter en deuxième division. Peut-être Saint-Michel Aubert 93. Eh bien, ça pourrait te mettre en difficulté pour avoir les invitations directes. Donc, voilà, la situation est qu'aujourd'hui, Arkea n'est pas sûr d'être sur les meilleures courses du calendrier. À partir de ce moment-là, Arkea n'a peut-être pas envie de mettre des billes et de mettre autant d'argent, surtout dans une structure qui n'est pas assurée de faire le Tour de France peut-être dans 2 ans. Et ça, c'est un petit peu problématique. Et ça montre aussi, avec le cas d'Arkea, mais le cas d'Intermarché, le cas de Cofidis, qu'aujourd'hui, si on ne règle pas le problème des budgets capés, ça va être très compliqué pour les petites structures qui se battront pour les dernières places du classement UCI. Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'il y aura intérêt à monter de la deuxième à la première division ? Peut-être pas forcément, parce que les coûts financiers en World Tour sont extrêmement élevés et que rester en deuxième division ou en continental même est peut-être plus intéressant aujourd'hui que de monter en deuxième division en World Tour. C'est peut-être le continental aujourd'hui en France qui est le plus intéressant. Parce qu'en continental, vous n'avez pas les salaires. Je ne sais même pas s'il y a un salaire minimum en continental. Mais le statut des coureurs, parfois, c'est un peu du semi-professionnel. Vous avez des calendriers qui sont moins chargés, des coureurs qui coûtent moins cher. Donc, c'est parfois un petit peu plus facile dans ce genre de situation. Et ce qui fait du côté d'Arkea, on a lancé un recrutement assez tardivement. Dan Maclay qui part. On ne peut pas dire que ça se soit extrêmement bien placé avec Arnaud Desmar cette année pour lancer les sprints. Donc Dan Maclay qui lancera désormais les sprints peut-être pour Olaf Koy pour l'année prochaine. C'est vrai que le train de la Visma n'était pas forcément exceptionnel. On se souvient notamment sur l'UAE Tour. Et puis des coureurs qui viennent de l'équipe U23 et qui vont rejoindre l'équipe 1. C'est le cas de Louis Roulant, Ambret Svestag, Bart Seng et Martin Jota, deux Norvégiens. Alors on commence déjà par Louis Roulant, coureur qui a fini 3e du Grand Prix Plouay cette année. Derrière les 2 coureurs de la CIC Unant Atlantique. 10e du Tour d'Alsace, 7e du Giro de la Vallée d'Aos. On est en 5e du côté de Pré-Saint-Didier, 5e du circuit des Ardennes. Donc c'est un coureur qui a du talent, lui Roulant, qui a 21 ans, qui est né au Mans, là, pour avoir des informations complémentaires sur son profil. Ambret Svetag Bartseng, coureur de 22 ans, lui qui est passé par la team Coop, par Human Powered Off, qui était cette année donc dans l'équipe continentale, qui avait eu des bons résultats en 2001, en 2022. Cette année, il a fini 5e du Giro della Regione.
Quatrième du Petit Tour de Lombardie, également. Présent sur le Tour du Limousin, 35e. Sur l'Alpe Isère Tour, où il a fini 5e. Donc voilà, bon petit grimpeur norvégien. On va voir donc ça va donner. Et puis, le dernier coureur, Martin Djota, qui est passé dans l'équipe Bourg-en-Bresse un cyclisme avant d'aller dans l'équipe Arkea Continental en 2024, donc vainqueur du Sundvolden Grand Prix, vainqueur d'une étape du Tour de la Vallée d'Aoste l'année dernière, deuxième du Tour de Montbéliard et quatrième de l'Alpe Isère Tour en 2023. 2024, il a fini 8e de Paris-Chalette-Vierzon, 5e du Tour du Piémont pyrénéen, 4e de la deuxième étape de l'Alpe Isère Tour, mais pas forcément des grands résultats par rapport aux années précédentes. Voilà pour ces deux coureurs, pour ce coureur norvégien, pardon, je vais y arriver. Puis on termine avec des derniers recrutements. Avec le dernier recrutement pour la Total Energy, l'arrivée de Nicolas Marcerou, du côté de l'équipe Vendée, coureur qui a eu quelques résultats cette saison, notamment sur la route du Sud, où il a pris 2 8e places, vainqueur d'une étape du Tour du Piémont pyrénéen. Voilà, des résultats sur le 3e du circuit des Deux-Provences, 2e du Grand Prix de Fougères, du côté des épreuves françaises, 3e du Trophée des Champions, en ce moment sur le Tour of Taehu, il a fait le Tour of Taehu Lake en Chine. Voilà, et puis on a également parmi les recrutements Lars Kraps qui était du côté de la formation Team Flanders baloise, coureur de 23 ans, passé également par l'équipe de développement de la Soudal Quick-Step l'année dernière. En termes de résultats, 11e du Tour de République tchèque cette année, 12e des championnats de Belgique du contre-la-montre, 18e du Tour de Norvège, 5e de la dernière étape à Stavanger. Et puis il a fait également l'Amstel Liège où il a abandonné, 26e de la Lotto Phamène Ardennes Classique. On a également le recrutement par la DSM de Robbie Dawn qui monte de l'équipe de développement à l'équipe numéro 1, comme souvent du côté de la DSM. Alors c'est un coureur qui a assez peu couru parce qu'il a abandonné sur le Tour de la Vallée d'Aoste et depuis on ne l'a pas vu, mais il a fini 12e de l'Alpe Isère Tour, 3e de l'étape de Roussillon, 5e des championnats de Belgique espoir du contre-la-montre également au niveau des résultats, et 29e du circuit des Ardennes. Et puis Max Walker, coureur qui était dans l'équipe de développement Astana et qui va rejoindre EF. C'est un coureur qui est passé par la Trinity Racing, qui a 23 ans, le Britannique, vainqueur d'une étape du Sibiu Cycling Tour, deuxième des championnats de Grande-Bretagne du contre-la-montre, troisième de la course en ligne, deuxième également du ZLM Tour cette année, quatrième du premier contre-la-montre, vainqueur de 2 étapes sur le Tour du Japon, deuxième d'une autre étape sur cette même course, spécialiste du contre-la-montre, ce coureur. C'est vraiment, on va dire plutôt sa spécialité, le contre-la-montre, pour ce jeune coureur britannique qui remplacera peut-être Bissegger au niveau nombre du côté de la EF. Bon, et ben voilà, je crois que nous avons fait le tour de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour faire un nouveau point sur les dernières actus cyclisme et surtout sur les derniers recrutements. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.